Très bien les gars, bon mardi. Je suis désolée d'être en retard. Je ne devrais pas jouer avec tes émotions. Vous avez probablement pensé que j'avais été assassinée par le président français et son mari. Je ne l'ai pas fait. J'étais vraiment en retard. J'ai eu beaucoup de choses à faire à la maison aujourd'hui avec les chatons. Mais bon, je suis là et il y a beaucoup à couvrir. Le Bieber. Justin Bieber continue la purge. Il a maintenant décidé de ne plus suivre Usher. D'accord? Son mentor d'origine. C'est donc une très grande histoire et c'est la raison pour laquelle nous devons en discuter et nous ne devons pas minimiser ce qui se passe. Ce n'est pas un drame de célébrité. C'est en réalité à la chute de Babylone que nous assistons. Hollywood Babylone, c'est aussi ça. Les utilisateurs de TikTok me font mourir de rire. Ils fuient sur l'application et rejoignent Red Note, qui est une version chinoise de TikTok et Instagram, en prévision de l'interdiction de leur liberté d'expression. Et plus tard, moi, je reviendrai sur mon débat viral avec Michaela Peterson, car je vous ai vu dans les commentaires demander « Est-ce que tu vas parler du débat avec Michaela Peterson ?» D'accord, nous allons absolument le faire aujourd'hui, si c'est vraiment ce que vous désirez et ce que vous attendez de nous. Bienvenue de nouveau sur Kanda Salg, mes chers amis et fidèles téléspectateurs. Nous sommes ravis de vous retrouver ici. Alors, voici précisément ce qui se déroule et ce qui est en train de se passer en ce moment même, avec tous les détails importants. Justin Bieber a décidé de ne plus suivre Usher. Et oui, comme je l'ai dit, c'est vraiment très important. Je vais tout vous expliquer sur ce qui se passe en ce moment. Alors, nous avons revu la chronologie la semaine dernière, d'accord? Justin a été signé alors qu'il n'avait que 13 ans. Et je devrais préciser qu'il a été signé par Usher sur un label qui appartenait conjointement à Scooter Braun et Usher. Et il était considéré comme le protégé d'Usher. Il a décrit Usher comme son mentor. C'est pourquoi, dans son adorable premier clip musical que je vous ai montré la semaine dernière, intitulé One Time, ils avaient créé ce scénario où un jeune Justin Bieber joue aux jeux vidéo avec ses amis et Usher l'appelle pour lui dire qu'il va être en retard. C'est son grand frère Usher l'appelle. Et puis Justin Bieber fait son truc d'adolescent et organise une fête pendant qu'Usher est absent. Alors regardez maintenant le début de ce clip vidéo. Oh, 3. Ce n'était pas de la chance. Cela a été tué, vous tous. Je te tue. Eh bien, Usher, JB, quoi de neuf, mec? je joue juste à des jeux vidéo avec Ryan. Tu penses pouvoir garder la maison jusqu'à mon retour? Ouais, je peux le faire. Très bien, mon gars. Oui. Et c'est comme ça que ça commence. Et puis tout d'un coup, il organise une fête et comme j'ai dit, vous pouvez imaginer pour un enfant de 13 ans, je pense qu'il en a 14 dans la vidéo. Quelle grosse affaire. Vous êtes avec Usher, l'un des princes de R et B. Et maintenant, il est ton mentor et tu fais ce que tu aimes, chanter des chansons. Et leur longue relation a été largement documentée dans les médias, notamment lorsque Justin Bieber et Hailey Bieber se sont mariés en 2019. Usher faisait partie de la très courte liste d'invités. Donc, je vous montre cette photo d'Usher au mariage de Justin Bieber. Vous voyez la date là, 30 septembre 2019. Les Bieber, il sourit, il a l'air heureux. Donc, cela signifie que leur relation était excellente jusqu'en 2019. On le sait. Et d'ailleurs, Usher n'était pas la seule personne présente. Scooter Braun aussi était là. Le voilà avec son ex-femme dans la loge avec Hailey. Ils étaient très proches, tous les quatre. Puis quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Quelque chose s'est produit en coulisses et les gens ont commencé à remarquer certaines choses. L'année dernière, en 2024, vous vous souviendrez qu'Usher a été choisi pour se produire au Super Bowl. Et donc, les gens ont supposé, parce que d'habitude, quand on te demande de chanter au Super Bowl, tu joues tous tes tubes, tu appelles tous tes potes, il y a toutes ces surprises d'invités qui montent là sur scène et c'est un vrai voyage nostalgique. Tout le monde était donc super excité et pensait que Justin Bieber serait sur scène avec lui. Surtout parce que Justin Bieber était présent à ce Super Bowl et aussi parce qu'il venait de se produire plus tôt ce même mois lors du NHL All-Star Game. Donc, tous les signes étaient là. Mais ensuite, des nouvelles ont commencé à tomber. Mais en fait, non, Justin Bieber l'avait snobé, il avait refusé. Usher se demandait si c'était vrai ou juste une rumeur habituelle des médias. Mais ensuite, Usher l'a confirmé dans l'émission Breakfast Club. On aurait dit qu'il essayait de faire croire que ce n'était pas grave, que voilà, je suis le mentor et il m'a refusé. Voici ce qu'Usher a dit en expliquant cela dans l'émission Breakfast Club, pourquoi ça n'a pas marché. Avec Justin Bieber? Tu sais quoi, en fait, ça a marché avec Justine. Tu sais, je respecte profondément et je reconnais pleinement que mon frère, tu vois, je pense sincèrement que c'était peut-être simplement qu'il voulait raconter une histoire un peu différente en ce moment précis de sa vie.
C'est une perspective que je comprends tout à fait et que j'accepte sans réserve. Et je comprends ça. Mais on a eu une brève conversation et tu sais, on va faire autre chose à l'avenir, mais il n'y a aucune animosité ou quoi que ce soit comme ça. On dirait qu'il a du mal à trouver ses mots, non? Il dit « Je pense que peut-être il essaye juste d'écrire une histoire différente. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tu as été son mentor pendant des décennies. Tu ne devrais pas le savoir? Presque des décennies, oui. Tu ne devrais pas savoir pourquoi je n'ai pas voulu me produire avec toi. Dire qu'il essaie d'écrire une histoire différente, qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, ce que ça veut dire, c'est que Justin Bieber commençait déjà à se retirer. Et c'est intéressant maintenant de parler d'Usher Raymond en tant que tel. Qui est exactement Usher Raymond? Quelle était son histoire? Eh bien, je vais vous dire, son histoire n'est pas très différente de celle de Justin Bieber dans la façon dont lui aussi a été initié à l'industrie hollywoodienne. Usher Raymond a été signé par L.A. Red, rien de moins que L.A. Red, alors qu'il n'avait que 13 ans. Assez curieusement, l'histoire raconte que le garde du corps de Bobby Brown, un certain A.J. Alexander, a découvert Usher lors d'une audition à Atlanta, puis a commencé à l'emmener partout avec lui, à le faire venir partout, à le faire traîner avec lui. Et puis un représentant du label de L.A. Reid l'a vu se produire à Star Search. Vous vous souvenez peut-être vaguement de ça? Vous avez déjà vu un vieux documentaire? Avec par exemple Christina Aguilera ou Britney Spears, ils ont tous fait Star Search à un moment donné. C'était un peu le concours de talent et c'était un gros truc si on y participait. Et après qu'un responsable artistique du label de L.A. Red l'a vu, il l'a présenté au grand patron, c'est-à-dire L.A. Red lui-même, et la suite appartient à l'histoire. Usher a signé à 13 ans, puis il est apparu pour la première fois dans un clip intitulé Call Me Mac, une chanson écrite par Usher lui-même, sortie en 1993 comme l'une des bandes originales du film Poetic Justice. Je vais donc vous montrer un petit extrait de la première vidéo de Call Me Mac. Je suis encore très jeune, mais j'ai accumulé beaucoup de choses, de responsabilités et d'engagements importants, alors j'ai vraiment très peur de ne pas pouvoir arriver à l'heure ou d'être en retard pour mes rendez-vous cruciaux. Cette phrase me dérange vraiment. Je suis peut-être jeune, mais j'ai beaucoup d'hommes en moi tout en se déhanchant. Je ne sais pas si c'est juste ma perspective sur tout ça qui a changé maintenant que je suis mère et que j'ai la trentaine. Quand j'ai vu ça étant jeune, je trouvais ça tellement cool. C'est trop cool. Bref, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a sorti son premier album un an plus tard, en 1994. Il n'avait que 15 ans, mais il est vraiment devenu un nom connu avec son deuxième album, My Way. C'est le genre de musique qui passait à fond chez moi quand j'étais jeune et qui est sorti en 1997. Et franchement, il est devenu une très grande star dans le monde du R&B. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc maintenant, on se retrouve avec cette image de Justin Bieber qui ne le suit plus. On peut probablement supposer qu'il y a eu une certaine tension qui s'est installée en 2024, ce qui a fait qu'il n'a pas voulu se produire avec lui en 2000 au Super Bowl. Et on doit se demander d'où venait cette tension. Et bien sûr, beaucoup de gens, je pense, supposent à juste titre que cela a quelque chose à voir. Un des éléments concerne le procès intenté contre Diddy. Beaucoup de révélations ont été faites dans le cadre de ce procès contre Diddy. Donc, je vais commencer en disant prétendument, d'accord? Évidemment, il n'a pas encore été condamné pour tout cela, mais je savais qu'il allait se faire arrêter parce que après avoir lu ce procès, il y avait tellement de photos, beaucoup trop de descriptions. Il avait des heures d'enregistrement vidéo pour prouver ses affirmations. Je fais référence à la personne qui a initialement déposé cette plainte, Rodney Lilrod, un producteur qui est entré dans les moindres détails, avec un effort laborieux, pour décrire en gros un cercle homosexuel dans lequel des gens étaient drogués lors de différentes soirées en ville. Mais il explique qu'en tant que jeune producteur, ils ont essayé de l'initier à l'homosexualité. Et je vais lire ceci directement depuis la plainte. Il est écrit, je cite, « Monsieur Combs, c'est-à-dire Diddy, a utilisé son accès à Stevie G et sa connaissance du fait que le producteur, Monsieur Jones, admirait Stevie G pour manipuler et inciter Monsieur Jones à s'engager dans l'homosexualité. Monsieur Combs est même allé jusqu'à partager une vidéo de Stevie G. Je vais maintenant censurer cela afin de rester conforme aux règles de YouTube. C'est une vidéo explicite. Cela a été fait pour mettre Monsieur Jones à l'aise. Encore une fois, c'est le producteur, angoisse face aux actes homosexuels. Selon Monsieur Combs, c'est une pratique normale dans l'industrie de la musique. Regardez, même Stevie J, c'est en train de le faire. Il l'a dit en lui montrant cette vidéo.
Monsieur Combs a informé Monsieur Jones qu'il avait eu des relations sexuelles avec le rappeur, chanteur R&B expurgé, caviardé, et Stevie J. Voilà ce que dit Didi, voici ces autres artistes avec qui j'ai couché. C'est tout à fait normal de faire ça. C'est d'accord. Détends-toi. Tout va très bien se passer. Regarde ces images que j'ai de tout le monde en train de le faire. C'est simplement ce qu'on fait dans l'industrie. Mais ensuite, il y a une note de bas de page dans le dossier, n'est-ce pas? Parce que les noms sont caviardés. Et dans la note de bas de page, il est écrit que, en ce qui concerne le chanteur de R&B avec qui Didi aurait couché, il a chanté au Super Bowl et a eu une résidence à succès à Las Vegas. Donc cela a permis aux gens de le comprendre très clairement. Le nom qui a été caviardé ne pouvait être qu'Usher, parce que c'est Usher qui a récemment chanté au Super Bowl, et c'était Usher, au moment du dépôt de ce dossier, qui venait d'avoir une résidence très réussie à Las Vegas. Et nous savions aussi qu'Usher et Didi eux-mêmes avaient une relation, une longue relation. Maintenant, pourquoi est-ce important? C'est important parce que nous savons qu'Usher, quand il était très jeune, a été confié. Vraiment, il a littéralement été confié à Didi pour vivre avec lui pendant une courte période. Ne vous fiez pas seulement à ma parole. Vous pouvez écouter Usher lui-même parler de cette période de sa vie avec nul autre que Howard Stern. Écoutez plutôt. J'ai déménagé à New York, la grande ville, et j'ai vécu avec Sean Puffy Combs pendant une année entière. C'est ça qui est fou. C'était l'idée de Larry, n'est-ce pas? Nous vous envoyons vers quelque chose appelé Puffy Flavor Camp. Là, Tu vas? pour apprendre quelque chose ou camper, c'est comme ça que ça s'appelait, et tu iras chez Puff Daddies. Il va le faire. Donc, Les années 90? Est-ce que tu comprends ce que c'est? l'endroit de Puffy était comme rempli de filles et d'orines, comme non-stop, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Je veux dire, mais bon, c'était curieux. J'ai eu l'occasion de voir certaines choses. Ouais, t'avais 13 ans. Je suis allé là-bas pour voir le style de vie, non? Et je l'ai vu, mais je ne sais pas si je pouvais vraiment en profiter ou comprendre ce que je regardais. C'était plutôt dingue. Oui. Donc, personne n'a essayé de... Tu sais, aucune femme n'est venue? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Ce que j'ai dit, c'est qu'il se passait des choses très curieuses et que je ne comprenais pas forcément. Biggie Smalls était là. Biggie Smalls était là. Petite Kim, Craig, Mac. Tous ces gens traînent dans les parages. Ouais, mec. Faith Evans, G, Mary J. Blige, ils ne savent rien de cette merde. Oh, je passais un bon moment. Vous savez ce que je veux dire? Est-ce qu'il te fait faire des tâches ménagères? Tu fais la vaisselle? Pour te garder humble, tu peux juste rester debout jusqu'à 4 heures du matin avec eux et faire la fête? Je veux dire, je pourrais. En fait, je suis resté debout plus longtemps qu'eux. Et... Est-ce que tu as de l'argent? Que se passe-t-il? Je veux dire, j'en avais genre par putain. J'avais comme, vous savez, une femme vivante. Ouais, c'est plutôt fou. 14 ans? Tu es papa maintenant. Est-ce que tu enverrais un jour ton enfant au camp Puffy? Sûrement pas. Tu vois? La réponse à la fin, tu es papa maintenant. Est-ce que tu l'enverrais un jour chez Puffy? Non, bien sûr que je ne ferai pas ça. Les choses que tu as vues, tu restes debout jusqu'à 4 heures du matin à ces soirées de Didi et il rit. J'adore ça. Cela rend la chose encore plus spéciale car c'est Howard Stern qui contribue à cette conversation. Et évidemment, Howard Stern est complètement fou de Trump, de quelque chose d'horrible. Trump est ceci et cela, et il rit des fêtes de Didi et apprend qu'il y a un enfant de 13 ans qui assiste à ce qu'il décrit comme des orgies. Comme, Howard, tourne-toi. Il y avait des orgies. Étais-tu là? As-tu vu ça? Et ils en rient, n'est-ce pas? Usher savait très bien ce qui se passait aux soirées de Didi. C'est le point que je veux souligner. Tout Hollywood savait ce qui se passait aux soirées de Didi. On pourrait vous montrer, extrait après extrait, où ils se moquent tous et rien de tout ce qui se passait chez Didi. Alors, quand Usher a signé et est devenu soi-disant le mentor de Justin Bieber, pourquoi ne l'a-t-il pas mis en garde contre le fait d'aller chez Didi? Ce ne serait pas une bonne chose que ton mentor et ton ami fassent ça. Pourquoi commence-t-on à avoir l'impression que tout ce que Kanye West nous a dit sur Hollywood pourrait être vrai? Qu'il y a ces jeunes gens talentueux qui sont en quelque sorte adoptés et initiés alors qu'ils sont vulnérables dans une secte très sombre et démoniaque? D'accord. Pourquoi commence-t-on à avoir l'impression qu'une fois qu'ils prennent de l'âge et qu'ils en font partie, ils cherchent alors quelqu'un de jeune pour l'initier à son tour, ils trouvent le talent et l'initiant à cette sorte d'occultisme? Maintenant, je vais l'admettre, en tant qu'ami de Ye, je pensais qu'il était complètement paranoïaque et fou. Quand il n'arrêtait pas de me dire que tout le monde autour de lui était un hop, il disait toujours « cette personne est un hop », 3 fois, genre.
comme s'il les accusait tous d'être des agents fédéraux. Il en est même venu à me questionner à un moment donné, alors que je lui posais des questions et que tout s'effondrait. Il m'a dit « Est-ce que tu es un op ?» Je lui ai répondu « De quoi tu parles? Je ne connais personne à Hollywood. Évidemment, je ne suis pas un op. » Et je pensais encore une fois que tout cela n'était que des délires paranoïaques. Aujourd'hui, j'ai une perspective très différente sur tout ça. Je comprends ce que Kanye a traversé pour s'en sortir, tu vois? De devoir tout vendre, tout donner, céder ses créations et même son mariage. Parce que quand on quitte une secte, évidemment, ce n'est pas facile. Ils essaient de te détruire. Ils essaient de te psychanalyser façon Sigmund Freud. Ils essaient de te faire douter de ta réalité. Ils essaient de te traiter de fou, d'exprimer de l'inquiétude, de faire semblant d'être tes amis, voire de mettre la pression sur ta famille. Oh mec, tu as juste besoin de repos. Tu es juste en train de devenir fou. Et tu sais quoi? Je suis ton ami. J'ai toujours été ton ami. On ne veut pas que ça t'arrive. Et puis, quand tu dis « Ben non, j'en ai fini avec tout ça », alors viennent toutes les manchettes, puis arrivent les gros titres sur Hailey Bieber qui dépenserait tout l'argent de Justin. Pourquoi a-t-il vendu son catalogue? Est-ce qu'il va finir ruiné? Les amis sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'il ne suit plus les gens. Oh mon Dieu, il doit être en pleine dépression nerveuse. Écoutez les gars, il est clair que Justin Bieber veut sortir. Il ne peut probablement même pas s'exprimer à cause de contrats incroyablement compliqués. Vous savez qui a également mis en garde contre cela? Un certain monsieur Kanye West. Écoutez. On ne peut pas simplement dire « Oh, c'est normal que les gens fassent des contrats super compliqués, qu'ils s'entendent sur des accords et qu'ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains en tant qu'artistes, athlètes et acteurs. » Il faut qu'on soit prêt à se lever pour ça, pour pouvoir changer les choses. Et nous devons nous rassembler en tant que société pour être la première civilisation qui soit réellement devenue civilisée. Mais malgré ces contrats extrêmement compliqués, le fait que les gens ne puissent pas s'exprimer, qu'ils aient peur, qu'ils soient menacés, qu'on leur dise et qu'on les manipule dans les médias alors qu'ils essaient simplement de dire quelque chose, d'expliquer qu'il leur est arrivé quelque chose de mal, qu'ils sont maltraités. Malgré cela, on voit que les gens font preuve de courage et apprennent à contourner ces obstacles. De jeunes artistes parviennent, d'une manière ou d'une autre, à contourner ces contrats extrêmement compliqués. Je veux dire, on peut en dire beaucoup avec quelque chose d'aussi simple qu'un désabonnement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Brett Cooper récemment. Comme tout le monde, spéculer sur quelques désabonnements peut vraiment vous indiquer ce qui se passe réellement. Peut-être pas complètement, mais ça vous donne une idée. Et voir Justin Bieber faire cela, il envoie un signal fort en ce moment que les choses ne vont pas bien en coulisses. Jusqu'à présent, il s'est désabonné de Scooter Braun, son ancien manager, qu'il a licencié en 2022. Il s'est désabonné d'Alison Kay, son ancienne manager de SB Projects. Il s'est désabonné de Kenny Hamilton, qui était son ancien garde du corps, et je crois que la mère de Justin Bieber a écrit dans son premier livre que Kenny Hamilton était un très proche ami de Scooter Braun. C'est donc comme ça qu'il est devenu son garde du corps. Ryan Good, qui était l'ancien coach de style du chanteur, il est présent depuis 2009. Il a même été le témoin au mariage de Justin, désabonné. Un certain Pooh Bear, auteur-compositeur et producteur avec qui il a travaillé sur ses albums, désabonné aussi. Et vous savez ce que je peux dire après tout ça? Justin Bieber, il va aller parfaitement bien. Il va vraiment très bien s'en sortir. Je vous le dis, priez pour lui. Il est clairement très fort en ce moment pour traverser tout ça. Ne pas avoir sa voix alors qu'il l'a offerte comme talent pendant si longtemps. Depuis qu'il était enfant, il avait 13 ans. Mais il va s'en sortir parce que, avant tout, il a la foi, d'accord? Il a aussi maintenant un fils, ce qui, je pense, le motive dans tout ça. Je pense que la naissance de Jack Blues Bieber a marqué le début de la fin de l'époque de Justin Bieber à Hollywood Babylone. C'est la puissance de la famille et nous sommes témoins de la force de la foi. Et à cela, je dis, Justin Bieber continue. Le monde est derrière toi. Nous avons hâte que tu retrouves ta voix. Le Christ est roi. Très bien, les amis, je vais passer la parole à Préborn. Janvier est le mois de la sainteté de la vie, honorant les plus de 66 millions de bébés tragiquement interrompus par l'avortement. Depuis l'annulation de Roe, la vie des bébés est plus menacée à cause de la pilule abortive, représentant plus de 60% des avortements, rendant cette tragédie accessible en permanence. Une lumière brille. Preborn a sauvé plus de 300 000 bébés de l'avortement. En moyenne, il sauve plus de 200 bébés par jour. Parce que lorsqu'une femme envisage l'avortement, mais qu'elle entend le battement de cœur de son bébé et voit ce bébé à l'échographie, les chances de survie de ce bébé doublent. Preborn a besoin de notre aide. Pour seulement 28 $, soit le prix d'un dîner, vous pouvez parrainer une échographie pour permettre à une mère de rencontrer son bébé pour la première fois. Et 100% de votre don sera consacré à sauver des bébés.
Pour faire un don, il vous suffit d'appeler le 250 livres 0 et de dire à nouveau le mot-clé bébé. C'est 2 livres et 50 pence bébé. Ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com Candace. C'est preborn.com Candace. Très bien, je suis un fan de la génération Z. Je pense que je dois le dire. J'adore la génération Z en ce moment. Ils sont tout simplement pleins de fougue. Ils sont vraiment très fougueux en ce moment. Et voir la façon dont ils réagissent face à ceux qui essaient de censurer leurs paroles. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et il va falloir mettre de côté vos sentiments à propos de la Chine. Évidemment, je suis d'accord sur le fait que la Chine représente une menace, mais je pense aussi qu'en quelque sorte, l'Amérique, notre État profond et la CIA sont une menace encore plus grande. La menace intérieure semble un peu plus importante, la menace domestique, que la menace étrangère en ce moment. De quoi suis-je en train de parler? Il y en a une. Laissez-moi simplement vous montrer ce titre sur NBC. L'alternative chinoise à TikTok, Red Note, domine les classements des applications avant une éventuelle interdiction de TikTok. Pour être clair, l'application la plus téléchargée en ce moment sur l'App Store est Red Note. C'est en mandarin. Ils ne peuvent même pas la lire et ils la téléchargent tous. Je vais donc vous donner le contexte de l'interdiction de TikTok. Au départ, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a essentiellement adopté une position très ferme envers la Chine. Et en 2020, il a dit « Il faut faire quelque chose à propos de la Chine. Ils volent toutes nos données. » Il menait la politique de l'Amérique d'abord. On allait aussi être ferme sur les droits de douane, etc., etc. Et en août 2020, il a essayé d'interdire TikTok par décret présidentiel. Ça n'a pas marché. Il y a eu énormément de résistance, des gens disant que ce serait une violation de la liberté d'expression, que ce n'était pas possible, etc., etc. Puis, bien sûr, le 7 octobre est arrivé et TikTok était incroyablement pro-Palestine, d'accord? Au point qu'ils ont commencé à censurer le mot Palestine. Et l'ADL, l'Anti-Defamation League, qui est en réalité juste la Ligue anti-liberté d'expression et la Ligue de la calomnie, a décidé qu'il fallait maintenant intervenir. Oubliez l'idée que votre président a du pouvoir. Nous, l'ADL, notre lobby, l'AAC, nous allons régler ça maintenant parce que nous n'aimons pas que la génération Z soit anti-Israël. Ils n'ont pas le droit d'avoir ces idées-là. Donc, de façon incroyable, si vous ne vous souvenez pas de cela, Jonathan Greenblatt, qui est le directeur de l'ADL, a été pris sur un enregistrement audio en train de discuter du fait que la génération Z posait problème et qu'il fallait agir immédiatement. C'était donc en mars de l'année dernière. Écoutez ce qu'il dit. Mais je veux aussi souligner que nous avons un énorme problème générationnel. Tous les sondages que j'ai vus, ceux de l'ADL, de l'ICC et des instituts indépendants, montrent que ce n'est pas une question de clivage gauche-droite, les amis. Le problème aux États-Unis concernant le soutien à Israël n'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question de jeunes et de vieux. Et le nombre de jeunes qui pensent que, vous savez, le massacre du Hamas était justifié est incroyablement et terriblement élevé. Et donc, nous avons vraiment un problème TikTok, un problème génération Z, auquel notre communauté doit consacrer la même intelligence qui nous a permis d'inventer Taglit, la même intelligence qui nous a donné toutes ces autres innovations incroyables. Il faut que nous mettions notre énergie là-dessus, et vite, parce que, encore une fois, nous avons poursuivi ce clivage gauche-droite. Ce n'est pas le bon combat. Et il ne ment pas. C'était très clair. Je crois que environ 90% des publications étaient pro-palestiniennes, car ils ont pu voir des vidéos pour la première fois. C'est la première génération qui peut réellement voir des vidéos, pas seulement lire à ce sujet dans le New York Times ou le Guardian. Ils peuvent vraiment voir ce qui se passe à Gaza et ils ont clairement décidé qu'ils n'allaient pas soutenir cela. Alors l'ADL s'est impliqué, Israël a compté sa victoire et a dit « Nous avons repris le contrôle ». Je vous l'ai montré dans un épisode précédent. Nous avons maintenant repris le contrôle sur TikTok et sur Instagram. Les jeunes, malins, ont commencé à utiliser des pastèques à la place, car dire Palestine ou obtenir des vues entraînait la suppression des contenus. Ils ont donc utilisé des symboles de pastèques. Mais très vite, le Congrès a adopté une loi et, comme je l'ai dit, peu importe le président en 2020, ils ont dit TikTok doit être interdit. Il faut s'en débarrasser ou il doit être vendu. Cette date approche. Et donc, les utilisateurs de TikTok disent « Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous n'allez pas censurer notre parole. Nous ne sommes pas d'accord pour que vous le vendiez à quelqu'un qui va censurer notre parole. » Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est télécharger Red Notes. Et en gros, c'est juste le TikTok de la Chine. Et c'est vraiment drôle de parcourir ce qu'ils disent ici parce qu'il y a quelque chose, et cela parle de ce fossé générationnel, ce qui est vrai.
Les plus jeunes ne se soucient pas vraiment quand on leur dit que leurs données sont volées, parce que en gros, ils partent du principe que leurs données sont volées, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la CIA ou par telle ou telle personne. Ils n'ont pas confiance en notre gouvernement parce que notre gouvernement a aussi fait des choses vraiment pourries et en plus, ils n'ont même pas les moyens de s'acheter à manger. Donc oui, que la Chine vole ou non leurs données, ce n'est pas une priorité dans leur vie. Je vais donc vous montrer quelques-uns de ces TikTok dans lesquels ils se moquent, s'inscrivent sur cette application et rient du gouvernement en pensant que cela va les arrêter. C'est une personne qui dit TikTok en arrivant en Chine. Bonjour, Haribachi Beniha, Teriyaki Nagasaki, Okanal, Hokaya, Yokohama, Karate, Judo, Suo, Samurai, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subu. OK, on peut s'en sortir. Donc voilà, c'est juste un gars qui dit « Voilà, c'est moi qui arrive en Chine le 19 janvier quand ça sera interdit. » Voici un autre TikToker qui se moque du fait qu'il est asiatique. En gros, il dit que c'est un honneur pour eux de vous espionner. Écoutez ça. Salut les gars, c'est votre espion chinois qui vous parle. Je veux poster cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Je suppose qu'on ne se reverra plus à l'avenir. C'est pourquoi j'ai quelque chose à dire. C'était un grand honneur de vous espionner ces dernières années. Je vous souhaite à tous une belle vie à l'avenir. Maintenant, quelque chose de plus personnel. Laura de Californie, tu ne devrais pas boire autant de Coca-Cola, c'est mauvais pour ta santé. Et aussi Peter de New York, maman t'aime. Tu ne devrais pas la traiter comme ça. D'accord ? Et Stéphanie du Texas, n'envoie pas ta photo nue au gars qui s'appelle Marvin. C'est un garçon. Il parle aussi à d'autres filles. Au fait, jolie idée. Je pense que c'est pour ça que je dois vous dire au revoir, les gars. Au revoir. Les gens se moquent juste de ça comme si on n'allait pas vous inspirer ici. Je suis vraiment désolée. Et voici aussi un autre TikTok qui vous donne le sentiment général et l'ambiance sur TikTok en ce moment. Il dit que le gouvernement américain interdit TikTok pour protéger les données de tout le monde. Mais maintenant, tout le monde va sur une autre application chinoise et donne tout gratuitement. Les Américains s'en fichent vraiment. Et ils rigolent. Et les commentaires sous cette vidéo sont vraiment drôles. Voici quelques-uns des commentaires. Je suis désolée, je trouve ça absolument hilarant. On va vous lire certains de ces commentaires. Cette personne accepte les conditions générales en mandarin. Commentaire suivant. Demandez à l'application de ne pas suivre. Non, ça va. Ça ne me dérange pas. Commentaire suivant. Cette génération n'est pas sérieuse. D'accord, tout à fait d'accord. Commentaire suivant. On est trop pauvre pour s'en soucier à ce stade, ce qui est compréhensible. C'est exactement ce que je dis. C'est comme si tu étais à essayer de leur expliquer dans un contexte qui revient au fait qu'ils sont anti-Israël. Ne croyez rien d'autre que ce que Teya essaie de croire. Sinon, il l'aurait fait quand Trump était président. Mais ils n'ont même pas les moyens d'acheter des courses. Le point que cette personne soulève, c'est que vous n'allez pas convaincre la génération Z qu'elle devrait se soucier du fait que la Chine les espionne. Voici la personne suivante. C'est tellement génial. Mes données, mon choix. C'est tout simplement brillant, absolument hilarant. Cette personne écrit la psychologie inversée que le gouvernement américain n'avait pas vu venir. Ça va certainement leur poser problème. Ce commentaire, c'est comme des ados qui se sont fait punir, mais qui sont quand même sortis par la fenêtre pour aller à la fête. Allez, viens. La génération Z est drôle, et c'est vrai. Ils vont jouer à la taupe pendant très longtemps parce que c'est l'Amérique, d'accord? On n'aime pas la censure de la parole, d'accord? Vous n'allez pas le justifier ou essayer de faire croire que c'est autre chose, on a compris. Jonathan Greenblatt, IM, les enregistrements, on a vu à quelle vitesse ça a été adopté. Et je comprends, vous essayez de maquiller ça en disant « Oh, quand Trump l'a dit, on n'a pas reconnu que c'était un problème, mais maintenant on reconnaît que c'en est un. » Les gens ne sont pas stupides, d'accord? Ils veulent profiter de TikTok de personnes qui parlent de différents sujets, de gens qui jardinent, peu importe ce qui les aide à oublier que tout semble s'effondrer autour d'eux. Donc, je suis avec vous, Génération Z. J'aime ça. Je vais essayer. Je vais m'y mettre. Je vais rejoindre peu importe quoi. Bon, les gars, on continue. Je vous rappelle, Tax Network USA, car je sais que de gens sont dépassés par arriérés d'impôts ou déclarations non déposées. Vous pouvez vous préparer, car depuis la fin des aides COVID, l'IRS a embauché 20 000 agents de recouvrement et prévoit d'envoyer des millions de notifications pour 2025. Si vous êtes inquiet des méthodes de recouvrement de l'IRS, Tax Network USA est là pour que vous n'ayez pas à affronter seul.
Tax Network USA est la principale société de résolution fiscale et a négocié plus d'1 milliard de dollars de réduction d'impôts pour ses clients. Leur service inclut la remise de pénalités, des programmes de difficultés financières où vous pourriez avoir un remboursement différé de la dette fiscale, ainsi que des solutions de règlement à l'amiable pour des paiements forfaitaires. Que vous deviez 10 000 ou 10 millions, leurs experts sont prêts à vous aider. Même avec du retard dans le paiement de vos impôts à cause de documents manquants, Tax Network USA peut vous guider tout au long du processus. Traiter avec l'IRS sans aide professionnelle est extrêmement risqué. Protégez donc votre sécurité financière grâce au conseil de Tax Network USA. Planifiez une consultation gratuite. Vous pouvez appeler le 1-809-50-8000 ou visiter tenusa.com. Ne laissez pas les tactiques agressives de l'IRS contrôler votre vie. Prenez le contrôle avec Tax Network USA. Visitez tenusa.com Candace aujourd'hui. OK, des tonnes d'entre vous dans le chat disaient « Candace, tu vas couvrir ton débat viral avec Michaela Peterson. » En fait, je n'avais même pas pensé à le couvrir. J'ai eu un débat. Je ne savais pas que j'avais eu autant de vues. Pardon? Et c'était en partie parce que, je ne sais pas, j'avais Emmanuel Macron et Brigitte qui me soufflaient dans le cou. J'avais des poissons plus gros à ferrer. Mais pour vous dire, si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne YouTube de Piers Morgan, vous pouvez y jeter un œil. Les avis sont très favorables. Donc, je vous remercie tous de l'avoir regardé. Et pour vous donner le contexte de pourquoi nous débattions, encore une fois, c'était le 10 janvier. C'était en gros la suite d'une petite dispute sur Twitter que nous avions eue. Ce n'était pas vraiment une dispute, mais les filles peuvent être un peu mesquines parfois. Et c'était à propos des visas H1B1. Michaela a tweeté quelque chose qui ne m'a pas plu. Elle avait tweeté ceci à propos des visas, disant que nous devions mettre une limite et supprimer complètement ce programme parce qu'il avait été corrompu. Elle a écrit « Pourquoi la droite woke prétend-elle que c'est l'immigration illégale qu'elle combat ?» alors qu'en réalité, c'était l'immigration en général. Au moins, soyez honnêtes à ce sujet. S'il y a assimilation à la culture et immigration légale, quel est le problème, à part la couleur de peau? Et elle a poursuivi en disant que le problème, c'était que les gens ne voulaient pas de personnes de couleur. Elle a effectivement écrit « personnes de couleur dans le pays ». J'ai eu un problème avec ça parce que je trouve cela offensant. J'ai trouvé offensant que quelqu'un qui n'est même pas citoyen américain, qui est ici avec un visa, accuse les Américains d'être racistes au lieu d'écouter les Américains sur les raisons pour lesquelles ce programme et la façon dont il a impacté leur vie. Nous avons donc un débat et je vais vous montrer ce que Michaela avait à dire sur le sujet chez Piers Morgan. Écoutez bien. Alors, je ne sais pas, Candace Becquay, si tu vois la même chose que moi sur X, mais quand j'ai vu le débat sur le H1B circuler, ce que j'ai surtout vu, c'était du racisme envers les Indiens en particulier. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec la question des visas aux États-Unis en général. Faire venir les meilleurs talents ici est très difficile. Par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à entrer alors que je suis mariée à un Américain et ça a été long et pénible et ils n'ont pas de véritable moyen d'évaluer les gens. Donc, il y a plein de défauts dont on peut parler. Mais je pense que juste avant l'investiture, voir les conservateurs se disputer entre nous à propos d'une question de visa H1B alors que la frontière est ouverte, c'est absurde, surtout quand cela fait ressurgir ce que j'ai appelé la droite woke sur X. Et je sais que tu t'es moqué du terme « droite woke », mais cela englobe ces personnes qui sont focalisées sur l'antisémitisme, les Juifs, et qui sont ils sont pro-Amérique, mais leur idée de l'Amérique, c'est cette Amérique blanche, un peu comme, je suppose, ce dont tout le monde débat depuis 200 ans à chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive dans le pays. Et je pense vraiment que cela a à voir avec la question raciale. Et je pense qu'on peut le voir à travers les commentaires sur Twitter. Donc, en gros, je lui ai répondu en disant qu'une des choses que je déteste dans la façon dont les gens débattent, c'est qu'au lieu de débattre de ce que tu dis, ils cherchent simplement un commentaire sur Twitter, un compte anonyme qui dit quelque chose de raciste, et ils disent « Tu vois, tous ceux qui partagent ce point de vue sont racistes ». C'est un peu comme la façon de débattre de Seth Dillon sur X, où il va juste trouver un compte grippé au hasard. Et il dit « Regardez, ces gens n'aiment pas les Juifs. » Et donc, ça veut dire que si tu ne penses pas que les Palestiniens devraient être bombardés, tu n'aimes pas les Juifs. Genre, les gars, est-ce qu'on peut débattre comme des êtres humains? C'est Internet. Bienvenue sur Internet. Des gens disent des choses racistes. Je lui ai dit, dès le moment où j'ai créé mon compte, quelqu'un m'a balancé le mot en haine en ligne à tout bout de champ, d'accord? Ça fait juste partie du territoire. On doit avoir la peau plus dure et accepter que les trolls aléatoires sur Internet, ce n'est pas la vraie vie et que le fond de ce débat n'était certainement pas lié au fait que des gens avaient peur d'avoir des personnes de couleur dans le pays.
Je lui ai dit, moi aussi, je suis une personne de couleur, donc voilà. Et évidemment, je n'ai aucun problème avec Teve Ramaswamy puisque je l'ai soutenu lorsqu'il se présentait. Je suis allée en Iowa et je l'ai rejoint sur le terrain parce que je pense qu'il est incroyablement talentueux. Je pense juste que lui et Elon se trompent sur les visas H1B1. Donc, nous avons eu ce dialogue et c'était un échange respectueux. Et puis, la conversation a complètement changé parce qu'elle a parlé de son père. Et je pense que les gens ont trouvé cela très intéressant. Et je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Essentiellement, je vais simplement vous donner le contexte ici. Donc, pour Michaela, il était très évident qu'elle avait des ressentiments envers moi parce que j'avais parlé de son père dans un seul épisode de ce podcast. Parce qu'il faisait du trolling, il faisait le buzz à cause de certains tweets qu'il avait écrits qui semblaient inhabituels pour Jordan Peterson. D'accord, je n'ai pas créé cette tendance. Je n'ai pas contribué à cette tendance. Mais je voulais en parler parce qu'il s'agit du docteur Jordan Peterson. Et franchement, je dirais qu'en 2018, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui avait autant d'influence sur la politique américaine. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir plus grand que le docteur Jordan Peterson l'était en 2018 à travers le monde. D'ailleurs, je ne devrais pas dire la politique américaine, mais à travers le monde. Ce type remplissait des stades d'ici jusqu'en Corée grâce à son livre. Je ne me souviens plus combien de règles il y a. 7, peut-être 9. Ne vous fiez pas. Je suis enceinte. Laissez-moi tranquille. Bref, le fait est qu'il semble que quelque chose ait changé après le 7 octobre et que les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était. Parce que d'abord, souvenez-vous, le 7 octobre, il a tweeté quelque chose comme « bombarder tout le monde ». On va revenir sur ses tweets. Mais ce sont certains de ces tweets qui ont lancé la tendance. D'accord, en voici un. Tweet de Jordan Peterson. Hey. Il est également écrit sous forme de sonnet. Et nouveau troll nazi qui claironne anonymement. Votre antisémitisme ne vous sauve pas du sous-sol de votre mère, ni du démon du ressentiment, ni ne vous rend attirant aux yeux des femmes qui vous regardent et frissonnent. Et à juste titre, vous êtes des lâches méprisables et de bas étage qui utilisent Gaza. Gaza a comme camouflé le cluster B, la psychopathie, le narcissisme, le machiavélisme et bien sûr le sadisme. J'ai votre numéro, bande de pathétiques bambins en colère. Vous n'avez même pas le courage des véritables tyrans. Toi, poussière de Cheeto. Je ne m'attendais pas à ça. Votre t-shirt blanc taché de sueur et de poussière de Cheeto. En fait, c'est très drôle. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas lu ça à l'avance et je le relis encore en oubliant, mais c'était drôle. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans le caractère de Jordan Peterson. En voici une autre. Il s'est disputé avec une de ces personnes sur lesquelles il tweetait, je suppose, et il a qualifié Nick Fuentes de rat. Toi, Nick Fuentes, t'es vraiment un rat psychopathe. D'accord, on pourrait dire, au passage, que c'est une opinion. Ça ne me dérange pas sur X. Il y a tellement, comme je l'ai dit, de choses bien pires sur X que les gens me disent tout le temps, ce n'est pas grave. Mais il a dit ça. C'était juste hors de son caractère. Ou un docteur qui prêche le calme dans des environnements chaotiques. Et voici un autre tweet d'ailleurs en dehors du débat sur Gaza. Ça arrivait assez souvent. C'était, je crois, adressé à un journaliste. Le voici. Dis-leur d'aller se faire foutre. 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 Répète jusqu'à la longueur d'un paragraphe ou perds et perds la science avec. Voici un autre de ses tweets. Va te faire foutre, sérieusement. Jamais, plus jamais, sale fasciste pathétique de la pharma qui propageait la peur. Seals le facho, plus tu disparais de CNN, mieux c'est. Donc ça, c'est juste un tweet adressé à CNN, au fait. Je ne suis pas en désaccord avec ce sentiment. Je n'aime pas CNN, mais je ne leur tweeterai pas ça, surtout pas quand ta marque est censée être le calme. Une tendance s'était installée. J'ai fait une vidéo où je parlais de ça et de beaucoup de gens qui le suivaient, et c'est juste une réalité. Beaucoup de gens qui le suivaient et buvaient ses paroles s'en sont éloignés. Et il est clairement, définitivement, objectivement moins influent aujourd'hui qu'il ne l'était en 2018. C'est normal. Le temps change, les gens changent, les saisons changent, les conflits changent, mais on peut comprendre que Michaela l'ait pris personnellement. Parce que dans cette vidéo, j'ai parlé du fait que les gens commençaient à se poser des questions à son sujet. La confiance, enfin si on veut parler de la confiance du public, a été un peu ébranlée quand on a appris qu'il avait souffert d'addiction. Je l'ai dit dans mon émission, mon ancienne émission, et quand il est revenu, il ne semblait pas avoir vraiment assumé cela. Et elle l'a très mal pris, comme on peut l'imaginer, parce que c'est sa fille. Donc c'est absurde de s'attendre à ce qu'elle soit objective sur le sujet. Quand c'est sa fille, quand c'est sa fille. Je ne serais pas objective si quelqu'un parlait de mon père, de mon mari, de mon fils, peu importe. Donc je lui accorde cela.
Et elle a ensuite dit ceci chez Piers Morgan. Écoutez. Vous savez qu'un 5e des Américains prennent des médicaments psychotropes, n'est-ce pas? Êtes-vous au courant de ces statistiques? Oui. Est-ce que ce sont tous des gens qui ont des addictions? C'est ça, votre vision des personnes sous traitement psychotrope, juste en général? Non. Votre père a parlé publiquement de sa dépendance aux benzodiazépines. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Vous parlez de dépendance. Dépendance aux benzo. Peut-être que vous n'y connaissez rien à ce sujet. Si vous prenez un médicament psychotrope à long terme, vous développez une dépendance et il est très difficile d'arrêter. On commence à enseigner cela à la faculté de médecine. C'est une catastrophe parce que tant d'Américains prennent des médicaments psychotropes. Donc, oui, il a souffert du sevrage des médicaments psychotropes parce qu'il crée une dépendance, surtout à long terme. Maintenant, dire que c'est une addiction comme s'il était sous héroïne ou autre chose, c'est manipulateur. Donc, quand nous en avons parlé et que nous avons été très honnêtes sur ce qui se passait, c'était en partie pour sensibiliser au fait qu'un 5e des Américains prennent des médicaments qui provoquent une dépendance sans le savoir. C'est horrible. Des gens en meurent. Donc, je pense que rire de cette situation, c'est juste vraiment, ce n'est pas cool. Je ne pense certainement pas avoir ri de ça. Je pense que la dépendance aux benzos est en fait un euphémisme pour une addiction. Et si vous connaissez un peu mon travail, et moi c'est un problème, crunchy. Et parler de pourquoi je pense que les médicaments sont mauvais, c'est parce qu'ils créent des dépendances qui poussent ensuite les gens à aller dans la rue chercher quelque chose de plus fort. Je veux dire, l'addiction au benzo devient une addiction à l'héroïne parce que le médecin ne veut plus vous prescrire d'ordonnance. Alors, vous vous tournez vers la rue pour quelque chose de plus fort parce que votre corps en est dépendant. Je suis désolée que, encore une fois, cette conversation vous offense simplement parce qu'il s'agit de votre père. Je ne pense pas avoir été offensant dans mes propos. Et si vous trouvez que c'est manipulateur de ma part de penser que cela a influencé la façon dont les hommes le voyaient alors qu'ils le disaient publiquement sur Twitter. Nous avons évoqué les tweets que les gens écrivaient ce jour-là sur la façon dont ils l'idolâtraient autrefois. Ils sont tellement reconnaissants pour son livre, mais ce n'est pas la personne qu'ils connaissaient. Encore une fois, je suis désolée que cela vous offense, mais c'est simplement la réalité de ce qui s'est passé. Et je peux voir que c'est un sujet sensible pour vous, mais c'est comme ça. Michael, je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas que qui que ce soit en ait ri. Je pense que c'est une bonne conversation à avoir. Et personne n'est plus anti-Big Pharma que moi. Je veux dire, j'ai toute une série contre Big Pharma, donc... Je ne sais même pas par où commencer avec ça. Vous savez, les accros au benzo iront dans la rue pour de l'héroïne. C'est juste que nous essayons de sensibiliser au sevrage des médicaments psychotropes et nous étions très honnêtes sur ce que tout le monde traversait. J'ai moi-même traversé un sevrage de médicaments psychotropes. Ça a été l'une des pires expériences de ma vie. Ça tue des gens, ça provoque l'athésie, ce qui pousse les gens au suicide. C'est un effet secondaire terrible. C'est donc de cela dont nous parlions. Maintenant, si tu veux un peu déformer ça et dire qu'il perd son public parce que c'est un addict, tu sais, je ne sais vraiment pas quoi dire. Donc, j'ai regardé ça en arrière et quand ça s'est produit, j'ai eu exactement la même chose. Je me suis juste dit dans ma tête, je ne suis pas assez riche pour ça. Je pense que j'ai grandi avec des personnes dépendantes et je sais que maintenant, tout le monde a des termes sophistiqués pour tout et on dirait qu'il y a un certain montant d'argent que tu peux avoir sur ton compte épargne ou tout à coup, l'addiction s'appelle maintenant une dépendance. J'ai littéralement pensé, de quoi parle-t-on même? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ça. Et donc, pour lui rendre justice, j'ai vérifié et elle a dit que maintenant, ils enseignent qu'il y a une différence entre addiction et dépendance. Et voici la description de cette différence sur Medical News Today. Il est écrit « Les termes addiction et dépendance peuvent sembler similaires, mais ils sont différents. La dépendance survient lorsque le corps dépend physiquement d'une drogue. L'addiction implique des changements de comportement. Maintenant, j'imagine que si ton corps dépend physiquement d'une drogue, cela entraînerait aussi certains changements dans ton comportement. Donc, comme je l'ai dit, mais j'ai juste grandi avec des addicts à l'ancienne. D'accord, je suis sûre que quelques-uns de mes oncles auraient adoré ce terme. Non? Tu sais, mon oncle, ça me paraît prétentieux. Ai-je tort de dire qu'on a l'impression qu'il faut avoir assez d'argent pour ne jamais admettre une faute et qu'ensuite on peut un peu se dire, bon, c'est un docteur ou un psychologue. Tu sais ce que font ces drogues, d'accord? Donc, ce n'était pas ça. Et littéralement, toute l'épidémie d'opioïdes que nous avons avec des gens qui vont dans la rue pour obtenir ces drogues. Les personnes que nous appelons des addicts ont été créées par Big Pharma, non? Les gens distingués qui obtiennent les ordonnances. Donc, je n'aime pas ça.
Je n'aime pas ça tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on se croit trop distingué, ou trop, tu vois, quel que soit le mot juste, c'est très élitiste. Comme si on était trop au-dessus pour s'abaisser. Et admettre que c'est le cas, et ça aurait dû être une histoire prenante parce que ce n'est jamais drôle pour les gens de vivre ça. Et d'ailleurs, je crois que Jordan Peterson a utilisé un autre terme. Il a dit « troubles liés à l'usage de substances ». D'accord? Tout cela, c'est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier, peu importe d'où l'on vient dans la vie. D'accord? Comme je l'ai dit, j'avais juste un addict ordinaire. J'ai encore des addicts tout à fait ordinaires dans ma famille, mais je ne veux pas leur donner une excuse, je suppose, de penser que, eh bien, c'est un peu différent, parce que je pense que si deux personnes parlaient dans la rue et que l'une était un bon vieux toxicomane, un crackhead, et que l'autre disait, eh bien, je ne suis pas un addict, c'est juste que mon corps en dépend. Et j'ai l'impression que le crackhead dirait, ouais, moi aussi, pareil pour moi, mon corps dépend du crack. Je ne sais pas comment la conversation se passerait, mais je pense que la chose la plus courageuse à faire, c'est, je ne sais pas, de ne pas créer une hiérarchie des troubles liés à l'usage de substances et de dire que tout le monde, toutes les familles, y compris la mienne, ont été touchés par ça, vous savez, et Big Pharma en est la raison à bien des égards. Ils ont créé ces drogues qui provoquent en quelque sorte cette épidémie et, à la place, on se retrouve avec une sorte de ségrégation médicale, je suppose. Voilà ce que je ressentais et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si par exemple il y a une légère différence. Et maintenant, c'est différent parce qu'ils enseignent cette nouvelle science et ils se rendent compte que la personne dans la rue qui est dépendante à l'alcool, je suppose qu'on pourrait dire maintenant, puisque c'est une dépendance physique, parce qu'elle pourrait littéralement mourir à un certain moment si elle ne boit pas le matin, il faut être très prudent. Maintenant, on ne les appelle plus des toxicomanes. On les appelle des personnes atteintes de troubles liés à l'usage de substances. Je ne sais pas, je ne suis pas assez sophistiquée. Je te dirai quand je serai assez riche pour ça, mais ce n'est pas pour moi, c'est ce que je dirais de toute façon. Simaïla, je n'ai aucun problème avec elle. Vraiment, je n'en ai pas. Nous ne sommes simplement pas d'accord sur certains points et j'ai vraiment apprécié que nous ayons pu le faire de manière civilisée. Et comme je l'ai dit à ce moment-là, et comme je l'ai déjà dit, je comprends que quand il s'agit de ta famille, c'est différent. Personne ne devrait lui demander d'être subjective. Je veux dire, d'être objective sur le sujet. On devrait toujours soutenir ou défendre sa famille jusqu'au bout. Je comprends ce sentiment et je suis content que nous ayons eu cette discussion et je suis reconnaissant que tant de personnes l'aient apprécié. Mais oui, je vais apprécier vos commentaires à ce sujet. Très bien, avant de passer à vos commentaires, laissez-moi vous parler d'American Financing. Depuis que la Fed a baissé les taux, vous devriez appeler mes amis d'American Financing. C'est le moment idéal pour consolider vos dettes et réduire vos dépenses mensuelles. Je sais que d'Américains travailleurs ont dû utiliser des cartes de crédit pour les courses, l'électricité et la garde d'enfants. La dette peut devenir incontrôlable avec des taux de cartes de crédit élevés. Avec la baisse des taux hypothécaires, il est temps d'effacer cette dette. American Financing aide les propriétaires comme vous à économiser 800 $ par mois. Il finalise des dossiers en 10 jours. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Pas de frais initiaux pour estimer vos économies. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10 où vous pouvez visiter americanfinancing.net Owens, c'est americanfinancing.net Owens. Ou voyons ce que vous dites à propos de Bieber et de tout ce qui se passe aujourd'hui. TikTok, est-ce que tu rejoins RedNote? Il se peut que j'ai déjà rejoint RedNote. Je n'ai plus aussi peur des données maintenant. Je ne sais pas. Je pense que la plus grande menace, c'est la CIA. D'accord, Jasmine a écrit « Je fais partie du problème de la génération Z ». Ça, c'est un tacle. Jonathan Grebel Greenblatt America First, oui, je suis avec vous. Ce millénial est avec vous. J'en ai marre que les gens nous considèrent comme un problème simplement parce que nous avons nos idées. Chicago Conservative écrit « Candace, je t'entends qu'Israël a trop de pouvoir aux États-Unis et je suis d'accord. Mais je ne peux pas justifier d'être du même côté que des étudiants universitaires fous et des professeurs marxistes pour soutenir la Palestine. J'ai besoin de plus d'informations et d'ailleurs, vous devriez avoir le droit à ces informations. C'est ça, le point. La confusion qui consiste à faire croire que toute personne qui a un problème avec le fait que 18 000 enfants soient bombardés et ce que nous voyons sur notre page X soutient le Hamas ou est d'accord pour que des gens aient été assassinés, que d'autres innocents aient été tués de l'autre côté de la frontière en Israël, c'est absurde. C'est tellement malhonnête. La rhétorique est tellement malhonnête. Et tu vois la même chose. D'ailleurs, pendant BLM, on essayait toujours de trouver la seule personne blanche dans la foule MAGA qui disait quelque chose de raciste. Et on disait « Regardez, tous les partisans de MAGA sont racistes ». Il suffit de trouver une personne, de braquer la caméra sur elle et de dire « Voilà ce que ces gens pensent ».
Et bien sûr, ce n'est pas ce que pense MAGA. Ce n'est pas du tout ce que pense MAGA. Regarde, ils défilent. Les suprémacistes blancs défilent. Ce sont des partisans de Trump. Ils font la même chose avec le récit sur le Hamas en braquant les caméras sur la seule personne qui dit « ouais, le meurtre ». Tous les Juifs devraient mourir. Bien sûr, personne, la majorité des êtres humains rationnels ne soutient cela. C'est une idéologie atroce, atroce. Et ils disent « oh, toute personne qui a un problème avec le fait que tous les Palestiniens meurent est un partisan du Hamas ». Tu ne peux tout simplement pas faire ça. Ce n'est pas authentique, ce n'est pas sincère et en fait, c'est fallacieux. Et je pense que les gens commencent à comprendre cela. Sarah écrit « Je pense qu'elle me cite simplement. » Merci, Michaela, c'était épique. Une dame au chien d'Alaska écrit « Je suis la mère de 2 enfants de la génération Z. Je les ai emmenés cueillir des baies et les baies n'étaient pas bonnes. Ma fille a dit « Je parie que le gouvernement les a tués. Achetons leurs baies empoisonnées. Ils sont lucides. » Oui, c'est tellement drôle. Je discutais justement avec une amie et elle parlait du fait qu'on parlait des mandarines et des oranges et qu'elles ont maintenant le goût de l'eau et que tous les fruits n'ont plus le même goût qu'avant. C'est essentiellement Farmageddon qui pulvérise des trucs. Tout est empoisonné. Je reviens tout juste de Suisse et la nourriture était délicieuse. Donc oui, tu n'es pas fou. Ce n'est ni réel ni imaginaire. Et ta fille est en fait lucide. Je parie qu'elle a téléchargé Red Note. C'est Archie qui écrit « À ce stade, j'ai l'impression d'être devenu quelqu'un qui n'est même plus un théoricien du complot. J'ai l'impression d'être une citation vivante. Les choses ne collent pas et c'est vraiment flagrant. Pareil pour moi. » Et cette personne écrit « Je pense vraiment que Justin Bieber est l'informateur dans toute l'affaire DY. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Je pense qu'il n'a probablement même pas le droit de parler. Je suppose qu'il n'a pas le droit de s'exprimer sur quoi que ce soit. Espérons qu'il le fasse. J'espère qu'il trouvera sa voie. Et il a déjà montré qu'il était prêt à renoncer à l'argent. Il a vendu tout son catalogue. C'est la première étape. Il a fait la même chose. Prends-le. Prends Adidas. Prends tout. Je veux partir. Je veux partir. Il encaisse les coups des médias. Et écoute, personne ne fait vraiment les choses comme Kanye et personne ne devrait le faire, ni même je ne conseille à quiconque de le faire. Kanye est capable de littéralement brûler un tas d'argent pour faire passer un message. Mais il y a des leçons à tirer de tout cela et je pense vraiment que c'est du courage. On voit beaucoup de courage. Comme je l'ai dit, nous assistons à la chute de Babylone à Hollywood. C'est une bonne chose. Très bien, si vous souhaitez soutenir cette émission, vous savez où je vais sur Locals. Nous sommes indépendants, nous sommes démonétisés. Il y a trop de vérité à gérer. Vous pouvez aller sur candace.locals.com et donner ce que vous pouvez chaque mois pour soutenir l'émission. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Cela nous permet de ne pas trop nous inquiéter de la façon dont nous allons financer l'émission lorsque cela arrive. Et à part ça, les amis, on se retrouve demain